c'est plus sombre, plus complexe et plus répandu que vous ne le pensez. Aujourd'hui, on parle d'un mal qui touche de plus en plus de personnes dans le monde. Une maladie que l'on redécouvre au travers de gens brillants. Jusqu'à maintenant, il était attribué à la faiblesse mentale des personnes, comme si la force mentale pouvait nous protéger de cette maladie. Vous en avez entendu parler à travers des personnalités de la musique. Et donc du coup, non, en vrai, j'ai fait un petit burn-out et là, vraiment, je me suis dit: «J'en ai marre. Ça sert à rien, je veux plus et tout». À un moment, quand on travaille de trop, ben, on arrive à un burn-out, ce qu'on appelle aujourd'hui burn-out. Et moi, je crois que je suis arrivé à un moment où j'en avais assez. Je pense que j'étais arrivé à une limite et tout. Les créateurs de contenu divertissant. Ça a été un burn-out. C'est Raph qui a mis le mot dessus en premier, qui Ouais. à un moment a dit là je peux plus, pour plein de raisons. Et en fait, je lui ai dit presque merci. Et alors que leur métier consiste à divertir, ils sont touchés par ce mal. Évidemment, le milieu professionnel, entrepreneurial n'est pas épargné, même avec des personnalités jugées aussi puissantes qu'Elon Musk. Ce que j'ai pour vous aujourd'hui, ce sont des perspectives inédites et profondément humaines sur le burn-out, ou l'épuisement professionnel, un mal souvent minimisé et mal compris. Je me présente, je suis Medjed Bousseaba, psychologue et coach, et j'accompagne les individus dans leur recherche de bien-être et d'excellence. Je vous invite à laisser un j'aime, un commentaire et à partager la vidéo autour de vous, ça peut aider au référencement, et je pense que ce que je vais amener dans cette vidéo pourrait en aider plus d'un. Donc n'hésitez pas à partager et à apporter votre pierre dans cette initiative. Avant de plonger dans le cœur de notre sujet, le burn-out, permettez-moi de vous donner un aperçu du contexte et des enjeux de cette condition souvent négligée. Le burn-out, c'est plus qu'une simple fatigue. Il y a 6 grands facteurs qui contribuent à l'expression du burn-out. On va avoir la surcharge de travail, le manque de contrôle, des récompenses qui vont être insuffisantes, dans le sens d'une reconnaissance, des problèmes relationnels dans la communauté de travail, le manque d'équité, le conflit entre les valeurs personnelles et l'exigence professionnelle, il y a une perte de sens. Et il va se manifester de 3 manières. On va retrouver 3 grandes dimensions. On va avoir d'un côté l'épuisement émotionnel, on va avoir la dépersonnalisation, et on va avoir la réduction de l'accomplissement personnel. Ce qu'on entend derrière épuisement émotionnel, ça se traduit par un manque d'énergie, par une fatigue physique et psychique. La dépersonnalisation, elle va se caractériser par une perte de capacité d'acceptation de l'autre et de ses demandes. Il y a aussi parfois une espèce d'impression d'être étranger à soi-même. Et enfin, dans la réduction de l'accomplissement personnel, là, ça va regrouper tout un tas de fausses croyances sur le travail, une diminution de l'estime de soi, une valorisation erronée de son travail, etc. Et malheureusement ou heureusement, ils discriminent personne. C'est-à-dire que tout le monde, des employés de bureau au PDG de multinationales, ils peuvent en être victimes. Et comme vous l'avez entendu dans les témoignages de Stromae, Big Flo et Oli, Mastu, McFly et Carlito, Elon Musk, le burn-out, c'est une réalité pour beaucoup de personnes à travers le monde. Et au cœur du burn-out, il y a 2 forces qui vont se combattre. On a d'un côté l'exigence perçue du quotidien, l'exigence perçue de la situation, et de l'autre côté la récupération. C'est-à-dire que l'exigence perçue du quotidien, c'est cette pression constante qu'on s'impose à nous-mêmes ou qui nous est imposée pour toujours faire plus, être plus productif, atteindre de nouveaux sommets. C'est ce qu'on peut retrouver parfois à l'excès dans le développement personnel. Le problème, c'est qu'on est toujours à faire plus, mais sans une récupération qui est adéquate, qui est à la hauteur, cette exigence, elle peut rapidement conduire à l'épuisement. Et la récupération, ça va être notre capacité justement à recharger nos batteries, à reprendre des forces. C'est le moment où on peut respirer, réduire le stress, juste recharger les batteries pour faire face à l'exigence du quotidien. Et malheureusement, dans notre monde moderne, trépidant, il y a de nombreux facteurs qui peuvent entraver notre capacité à récupérer correctement, ce qui peut nous rendre encore plus vulnérables à ce phénomène du burn-out. Dans cette vidéo, on va explorer en détail 2 aspects et comment on peut mieux les gérer. Première partie, gérer l'exigence perçue de la tâche. Donc vous retrouvez déjà tout un tas de symptômes en lien avec le burn-out. Les personnes qui vont être en burn-out, c'est des personnes qui vont être complètement épuisées, complètement apathiques face au travail. Il y a des insomnies, des angoisses, on se sent moins en moins compétent. En fait, on n'existe qu'à travers presque notre incompétence. Donc il y a de la culpabilité qui peut se rajouter. Malheureusement, il peut y avoir des idées suicidaires, voire réellement des passages à l'acte effectifs. Et c'est différent de la dépression dans le sens où là, c'est vraiment relié au travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement une tristesse qui dure comme ça dans le temps, mais c'est plutôt un état de fatigue très important. Ça va apparaître notamment lorsque on observe une période de stress qui va être plutôt longue, donc je vous expliquerai exactement comment ça peut apparaître, mais au-delà de 6 mois, c'est là où on va considérer que le stress est suffisamment important en termes de temps pour faciliter l'apparence d'un burn-out. Ça va arriver généralement à des personnes qui considèrent le travail comme étant très important, c'est-à-dire que c'est vraiment une grande part de leur identité,
que d'être un travailleur, un commercial, un psychologue, etc. C'est souvent des gens qui vont être très engagés, mais qui vont ne jamais demander d'aide, qui vont paraître très forts. Et c'est souvent ces personnes-là qui sont les plus à risque. Pour savoir où vous en êtes entre le stress et la récupération, je peux vous envoyer un questionnaire qui est le plus connu autour du burn-out, qui est le questionnaire de Maslach. Pour ça, vous aurez juste à remplir, enfin, vous verrez dans la description, j'ai créé une page qui permet en fait de recenser tous les outils, tous les concepts, toutes les vidéos masterclass que j'ai pu réaliser. Et vous avez juste à rentrer votre mail, c'est totalement gratuit, puis vous avez accès à toute ma bibliothèque. Ça vous permet de savoir où vous en êtes, et puis ça peut vous permettre aussi de prendre la température et de parfois prévenir, parce que vous verrez, c'est un peu la conclusion de cette vidéo, le meilleur remède, c'est quand même la prévention. Donc au niveau du stress, c'est pas la quantité de stress qui est importante, c'est vraiment votre niveau de récupération. Le stress en soi, il n'est pas négatif. Et pour ça, faut qu'on fasse une distinction entre le stress aigu et le stress chronique. Vous avez d'un côté le stress aigu, c'est vous voyez un chien qui vous fonce dessus dans la rue, vous grimpez sur une voiture, vous escaladez un mur, voilà, il y a eu une grosse montée décharge d'adrénaline, cortisol, et puis là on se donne à fond et on produit un niveau de performance excellent, on essaie de lutter ou de fuir pour notre survie. Là c'est aigu, c'est pas gênant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on réalise de plus en plus de métiers qui vont demander un niveau cognitif assez exigeant, nous mettre dans un état de stress constant, complètement fictif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger de mort, mais le stress restera le même, c'est-à-dire que vous avez la même réaction psychophysiologique si vous êtes poursuivi par un chien que si vous avez 200 mails à traiter. C'est le même phénomène. Sauf que dans l'un, c'est assez rare. Tous les jours, vous n'allez pas devoir affronter un chien ou vous enfuir. De l'autre côté, ça peut être quotidien. Voire même, on va voir que ça a certaines dérives dans le sens où ça peut vous poursuivre même en dehors du travail. Donc ce qui va faire la différence, c'est vraiment ce stress chronique qui dure dans le temps. C'est à ça qu'on va essayer de relier aussi ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation. Vous aurez le visuel là en vidéo. C'est le fait que vous rencontriez un événement qui va déclencher un état de stress, face à laquelle on a cette phase d'alarme, de réponse à l'état de stress, puis on va observer une phase de résistance, et c'est cette phase-là qui va durer plus ou moins longtemps, on compte en général 6 mois, avant que le burn-out s'installe. Et là, on peut retrouver certains symptômes. Donc encore une fois, le meilleur remède, c'est la prévention. Et dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs outils, plusieurs choses à aborder dans chacune des parties pour essayer de faire en sorte que ça ne se produise pas. Premier outil, apprenez à vous fixer des objectifs. Et là, pour le coup, j'ai fait une vidéo qui s'appelait, je crois savoir fixer des objectifs ou apprendre à se fixer des objectifs, qui doit être là ou là. Je vous invite à la regarder. Je rentrerai pas autant dans le détail que dans la vidéo, mais retenez simplement que la première chose, c'est d'essayer de faire sien les objectifs qu'on va être amené à nous donner. Je sais pas si, bon, la phrase est peut-être pas super bien tournée, mais vous avez un objectif qui est fixé par l'établissement scolaire, par votre entreprise ou par vous-même, il faut le faire vôtre. C'est-à-dire se le réapproprier, changer la donne. Si on vous donne l'objectif que d'exploser le chiffre d'affaires, vous allez devoir appliquer un filtre à ça. Un bon objectif est un objectif qui notamment répond à une méthode que j'utilise assez souvent et que je présente dans la vidéo, qui est la méthode SMART. Spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. Appliquer un objectif avec cette méthode, c'est le rendre spécifique, c'est-à-dire le rendre précis. Se dire « je veux augmenter le chiffre d'affaires », c'est pas précis. Se dire « je veux augmenter le chiffre d'affaires de 15%, là on est un peu plus précis. Le deuxième point, c'est ce qu'il est mesurable. Augmenter le chiffre d'affaires, c'est pas mesurable. C'est-à-dire oui, mais l'augmenter de combien? Si N-1, j'ai fait 100 000 et que là je fais 100 001, c'est augmenté, c'est atteint. C'est là où il va falloir mettre un critère de mesurabilité. Ensuite, on a le caractère ambitieux. Est-ce que se fixer cet objectif-là, ça me donne voilà, une espèce de petite chatouille dans le ventre, voilà, une petite excitation de ok, là on peut pas faire comme s'il n'existait pas. Là, on va devoir vraiment mobiliser les efforts pour ça. Le quatrième point, c'est ce qu'il est réaliste. Est-ce que là, je suis pas juste en train de me fixer un objectif irréalisable, comme certains managers adorent faire. L'année 1, vous rapportez 100 000 euros de chiffre d'affaires. L'année 2, ils vous demandent 150 000. Vous avez les mêmes moyens, il y a les mêmes clients, mais il faut augmenter de 50%. Bon, évidemment que c'est pas atteignable, mais ils font ça pour vous stimuler en essayant de viser la lune, au moins vous intéressez dans les étoiles. Le dernier point, c'est la temporalité. Un objectif intéressant est lorsqu'il a une date, une deadline, un temps où on va se dire, quoi qu'il arrive, j'arrête ici. Donc respectez déjà ces différents critères. Ensuite, vous allez observer 3 types d'objectifs différents. Vous avez des objectifs de résultat, des objectifs de performance et des objectifs de processus. Je ne prends pas le temps ici de détailler, vous irez voir dans la vidéo. Ce qu'on va essayer ici, nous, d'avoir sont des objectifs de processus. Un objectif de processus, c'est le comment j'atteins l'objectif final. C'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai comme action concrète qui va me permettre d'atteindre ce que je veux atteindre et qui ne dépend que de moi. C'est ça surtout qui va faire qu'un objectif est de processus, c'est lorsqu'il ne dépend que de moi. Augmenter le chiffre d'affaires, ça ne dépend pas que de vous, ça dépend de vos clients,
est-ce qu'ils vous répondent ou pas, ça va dépendre de tout un tas de paramètres. Donc là, par exemple, plutôt que de se dire je vais vendre pour 50 000 € de prestations, ou je vais atteindre 16 de moyenne, ou je vais faire telle ou telle chose, eh ben, je vais plutôt me dire je vais réviser 2 heures par jour. Je vais contacter 30 clients par mois. Je vais faire telle relance par email. C'est de se concentrer uniquement sur l'envoi de l'action et pas sur la réponse qu'on peut vous donner. Uniquement des choses qui ne dépendent que de moi. Le deuxième point, ça va être de créer un détachement entre la vie professionnelle et la vie personnelle. La plupart du temps, on est dans des travaux cognitifs, ce qui fait que c'est pas comme si vous pouviez déposer votre outil de travail. Admettons, j'ai mal au coude, je travaille dans un métier manuel et j'ai une masse. Je tape toute la journée, tendinite au coude. Quand je rentre chez moi, j'ai plus la masse. Donc il n'y a plus cette douleur-là. En revanche, si j'ai un métier cognitif, où je résous des problèmes, où je réfléchis toute la journée, mon cerveau, je ne le laisse pas au travail. Ce qui veut dire que potentiellement, je peux m'en servir en lien avec le travail en dehors de ces amplitudes horaires. Ce qui veut dire que même si mon contrat fait 35 heures, si moi, dès 7 heures du matin jusqu'à minuit, quand je m'endors, je pense au travail, ma journée, ma semaine, elle ne fait pas 35 heures. Ma semaine, peut-être qu'elle fait 100 heures, voire beaucoup plus. Donc ça va être très très important que d'arriver à créer ce détachement-là. Ça va demander aussi une compétence qu'on va développer dans la partie récupération, qui est de développer le contact avec le moment présent. Arriver à se détacher de l'expérience mentale de il faut que je pense à faire ça, et il reste ça, et puis là demain j'ai pas fait ça, enfin et demain il faut que je fasse ça, et puis hier j'ai pas fait ça. C'est se détacher de l'expérience mentale pour être juste dans le moment. Je vis le présent. Le passé est passé, le futur il viendra plus tard. Pour l'instant je me concentre sur ce qui se passe maintenant. Donc créer ce détachement entre vie professionnelle et vie personnelle, il va être super important. Et peut-être qu'il peut passer par une éducation de votre entourage. C'est-à-dire, déjà votre propre éducation. Les mails sont un des fléaux du burn-out. Vos mails sont à consulter pendant vos heures de travail. Un mail ne se lit pas à 7 heures du matin, ne se lit pas à midi et demi pendant la pause déjeuner, ne se lit pas à 22 heures quand je suis dans le lit devant une série, un film ou un amoureux. Un mail se lit au travail. Donc apprenez, éduquez-vous sur ne pas ramener votre outil de travail à la maison. Créez ce détachement-là. Et ensuite, on travaillera sur le cerveau. Si malheureusement, géographiquement, chez vous, c'est votre lieu de travail, à vous d'investir peut-être un espace plus qu'un autre, de fermer le PC, de le ranger, de changer peut-être vos habits, de créer une espèce de routine, un univers où là on fait vraiment cette distinction entre vie professionnelle et vie personnelle. Évidemment, les sujets de conversation seront différents lorsque vous êtes au déjeuner, lorsque vous êtes au repas du soir, lorsque vous êtes le soir. N'ayez pas de conversation sur ce que vous avez fait ou sur ce que vous allez faire. Si vous sentez qu'il y a ce stress permanent qui vous impacte naturellement. Troisième et dernier point, surveillez votre dialogue interne et votre visualisation. Votre dialogue interne, c'est la manière que vous avez de vous parler. Votre visualisation, c'est votre capacité à vous projeter dans des images, passées, présentes ou futures, d'avoir cette position interne ou externe de vous dans une situation. Si vous passez votre temps à imaginer les scénarios catastrophes, à vous dire à quel point vous êtes nul, misérable, pas à la hauteur, vous n'êtes qu'en train d'alimenter un stress qui est le fruit d'un décalage entre l'exigence de la situation et puis votre niveau de ressources perçues. Plus il y a ce décalage, plus il y a de stress, plus il y a de stress qui dure, plus il y a d'épuisement et donc du burn-out. Votre dialogue interne va conditionner aussi l'arrivée de ce stress. C'est-à-dire que si vous ne passez votre temps qu'à vous dévaloriser, vous baissez votre niveau de confiance et donc vous considérez que la tâche sera plus dure et donc vous allez devoir mobiliser encore plus d'énergie, ce qui va vous fatiguer. Donc vous aurez besoin d'être stressé le lendemain, c'est-à-dire avoir une activation pour compenser ce niveau de fatigue, ce qui va vous fatiguer davantage, qui va nécessiter encore plus de stress, d'activation, qui va vous fatiguer davantage, et c'est sans fin. Enfin, ça a une fin, mais pas la fin que vous souhaitez. C'est-à-dire la fin, c'est le burn-out. Donc surveillez votre dialogue interne et votre visualisation. Ça peut commencer par apprendre à créer ce qu'on appelle un état de diffusion cognitive, c'est-à-dire ce n'est pas parce que je me dis que je ne suis pas à la hauteur que je dois y croire. Je peux être capable de remettre en question cette réalité-là, ne pas m'y plier. La diffusion cognitive, j'en ai fait l'objet d'une masterclass. Encore une fois, vous le retrouvez dans la description à travers ma page avec toutes mes ressources qui sont gratuites. Et la masterclass est gratuite aussi. Donc, vous pourrez trouver aussi un outil pour diffusionner. Ce que je vous propose aussi, c'est peut-être de revoir positivement les objectifs. Plutôt que de se dire « demain j'ai 200 mails à traiter », c'est de se dire presque « ah génial, je vais voir si je peux l'atteindre avec le peu de temps que j'ai ». C'est de transformer en une opportunité, en un challenge, plutôt que de le voir comme étant une menace, de le voir comme un danger. Deuxième partie, la récupération. Vous allez pouvoir apprendre la pleine conscience, à développer votre contact avec le moment présent. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça va dans le sens aussi de créer un détachement entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Le fait de pratiquer la pleine conscience, c'est vraiment littéralement que de quitter cette expérience mentale pour être dans l'expérience des 5 sens. Il y a un exercice que je propose souvent en séance qui est le fait de
prendre un moment dans la journée, 1 minute, où vous allez pouvoir vivre l'action que vous êtes en train de faire avec votre pleine conscience, pleinement conscient dans la tâche. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est je me brosse les dents, je me douche, je marche, je fais à manger, je mange. Ben, je le fais à 100%. Je suis en train de marcher, comment est le sol? De quelle couleur est-ce qu'il est? Quels sont les sons que produisent mes pas quand les graviers se craquent? Quel est le son de ma basket de caoutchouc quand je suis sur tel ou tel sol? Quelle est la sensation à travers les chaussettes, à travers les chaussures? Est-ce que je sens les petits graviers qui montent? Est-ce que je sens les aspérités du terrain? Est-ce que je suis capable d'entendre le sol craquer, de sentir l'odeur peut-être d'un goudron chaud, peut-être d'une herbe, d'une pelouse que je suis en train de fouler? Est-ce que peut-être même je peux avoir une sensation de goût, indépendante de ce qui est en train de se passer, mais de mon ancien repas, d'un goût de salive, c'est de se connecter pleinement au moment. Et je ne peux pas être dans l'expérience mentale et être dans l'expérience des 5 sens. C'est l'un ou l'autre. C'est comme le multitâche, ça n'existe pas, ni pour les femmes, ni pour les hommes. Vous ne faites que switcher d'une tâche à l'autre, de l'expérience mentale à l'expérience des 5 sens. Donc, concentrez-vous uniquement sur ce que vous êtes en train de faire. C'est une compétence qui s'apprend, qui s'acquiert, qui demande du temps, et elle peut commencer notamment avec ce travail de 1 minute par jour, à laquelle vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, un travail de méditation pleine conscience. Et pour ça, vous avez d'excellents audios qui existent sur Internet. Vous avez l'application Petit Bambou, vous avez aussi le psychiatre Christophe André qui a beaucoup investi, qui est le précurseur en France, dans le milieu francophone en tout cas, de la pleine conscience. Et vous retrouverez tout un tas d'audios qui vous permettent de vous initier et d'aller aussi un peu plus loin pour les personnes qui sont déjà habituées à ce genre de choses. Donc développer votre contact avec le moment présent va dans le sens de créer ce détachement entre vie professionnelle et vie personnelle. Le deuxième élément de cette deuxième partie, c'est le fait de prendre rendez-vous avec vous-même. Souvent, on a tendance à se négliger et se faire passer en dernier. Partez du principe où lorsque vous prenez rendez-vous avec vous, c'est comme si vous preniez rendez-vous avec le président. On met de côté les opinions politiques, on met de côté tout ça, on va juste essayer de partir sur le cliché de à quel point cet homme est important. Mettez qui vous voulez derrière le nom président, autant d'un pays que d'une entreprise. On est bien d'accord qu'il faudrait vraiment énormément d'excuses et de vraies excuses pour ne pas honorer le rendez-vous. Ayez ce même niveau d'exigence avec vous. Prenez rendez-vous avec vous comme si vous preniez rendez-vous avec le président. Et ce rendez-vous, il va être destiné à planifier des activités de loisirs qui n'ont pas d'autre objectif que de vous faire du bien. Ça veut dire ne pas essayer de faire d'une pierre deux coups. De se dire, je vais faire du sport parce que ça va augmenter mon niveau d'énergie et je serai plus productif. Je vais faire ça, comme ça va me libérer du temps et je serai plus... enfin, je vais prendre rendez-vous avec un masseur, comme ça je serai plus en forme pour mieux travailler. Non, vous ne faites la chose que parce que ça vous fait du bien. Donc c'est très important. C'est un point très court, mais vous verrez, c'est presque celui qui est le plus important. Prenez rendez-vous avec vous comme si vous preniez rendez-vous avec la personne la plus importante de votre répertoire et appliquez et organisez des sessions de loisirs qui n'ont pas d'autre objectif que de vous faire du bien. Le troisième et dernier point de cette deuxième partie, c'est l'identification à vos valeurs. Ici, ça va être très important et c'est probablement l'un des points les plus profonds qui va vous demander du temps. Il faut questionner cette relation au travail. L'idée, c'est pas de tomber dans est-ce que c'est de la faute de l'organisation, est-ce que c'est la faute de l'individu. Ça, il y a des grands débats parmi les psychologues, mais aussi parmi d'autres personnes. Est-ce que il y en a d'ailleurs qui seraient contre le fait que je fasse une vidéo de ce genre. C'est-à-dire que peut-être que aujourd'hui vous ressentez un burn-out ou un proche ressent un burn-out et que c'est dû à l'organisation. Et il me hurlerait dessus parce que je suis en train de vous donner des conseils au niveau individuel. Parce que pour eux, la réponse se trouve plutôt à un niveau organisation. Le problème, c'est que je suis intimement convaincu que les changements d'organisation sont beaucoup trop lents. Vous n'avez pas le temps. C'est maintenant tout de suite qu'il faut prendre soin de vous. Et j'aime bien donner cette distinction-là. Soyez égoïste sur le traitement de votre bien-être et soyez altruiste sur le bien-être des autres. C'est-à-dire que ce qui doit motiver le changement au niveau organisationnel, pour moi, est la volonté que ça ne se répète pas sur les autres. Mais n'ayez pas la volonté que ça ne se répète pas pour vous, parce que ça prend trop de temps. Vous avez besoin de prendre les rênes et de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Donc ce que je vous invite fortement à faire, c'est à prendre votre responsabilité et agir maintenant. Ça ne veut pas dire que vous êtes fautif. Être responsable et être fautif sont deux choses différentes. Vous prenez votre responsabilité par rapport à votre ressenti et vous agissez. Vous vous détachez de l'organisation. Et c'est là où je vais vous amener dans un autre niveau de réflexion, c'est comment ça se fait? Qu'est-ce qui vous a mené à ce que cette intensité ou ce manque de ressources vous amène dans cet état de burn-out, vous amène à ce niveau de dégradation de votre bien-être et de votre intégrité physique et mentale. Et donc, ça demande à interroger sa relation au travail. Est-ce que vous utilisez votre travail pour vous sentir validé? Est-ce que vous ne vous sentez digne que par votre travail? Quelles sont les personnes que vous admirez? Et d'ailleurs, quelle est votre définition du succès, de la réussite? Que vous ont dit vos parents, votre environnement, le système scolaire, familial par rapport au travail?
Et c'est d'intégrer que mon estime ne dépend pas de mon travail, mais de ma qualité d'être humain. Je ne suis pas défini et ma valeur n'est absolument pas définie par mon travail. Maintenant, que faire si c'est déjà trop tard? Déjà, n'attendez pas pour consulter votre médecin, de prévoir un arrêt. Plus on va attendre, plus les conséquences seront délétères. Ensuite, vous pouvez démarrer un accompagnement avec un thérapeute qui saura vous éclairer sur votre profil et sur comment, en lien avec votre quotidien actuel, vous en sortir. Pour ça, la psychothérapie, qu'elle soit faite par un psychologue ou par un psychiatre, ça peut être quelque chose d'assez intéressant pour vous. Et chers amis, le burn-out n'est pas une fatalité. Le comprendre, c'est se doter d'un bouclier. C'est apprendre à naviguer dans le tumulte de notre existence moderne sans se laisser submerger. L'exigence perçue du quotidien, bien souvent, n'est que le reflet de nos propres attentes. Et n'oublions jamais cette vérité essentielle. Nous ne sommes pas nos tâches. Nous ne sommes pas nos échecs. Nous sommes bien plus que la somme de nos accomplissements. Et quant à la récupération, elle est le secret d'une vie équilibrée. Une terre promise où le repos n'est pas une faiblesse, mais un acte de respect envers soi-même. Et rappelez-vous de cet aphorisme lorsque vous douterez. Dans la symphonie de la vie, chaque pause est aussi importante que chaque note. Ce que vous avez entendu aujourd'hui, ce ne sont pas des simples conseils. Ce sont les pierres angulaires sur lesquelles vous pouvez construire un refuge contre le burn-out. C'est un appel à la révolution d'une certaine manière, une invitation, une injonction presque à reprendre le contrôle de votre bien-être et de ne pas le déléguer à autrui. Et nous sommes ensemble dans cette quête, à travers les échanges, de moi à vous par cette vidéo, de vous à moi à travers les commentaires, même de vous à vous à travers les commentaires. S'il y a des choses que je n'ai pas dites que vous pensez utiles pour les autres, dites-les. Je vous invite fortement à ajouter votre voix à ce mouvement, à vous abonner, à commenter, à partager la chaîne autour de vous, à partager vos expériences et vos défis dans les commentaires, parce que c'est ensemble qu'on devient plus fort, et c'est ensemble qu'on peut changer la donne. Je vous invite à rester à l'écoute pour d'autres vidéos qui, je l'espère, vous serviront dans cette quête. Merci d'être ici, de faire partie de cette aventure, et je vous souhaite qu'une chose, c'est le meilleur. À très bientôt.